Le pelvis occupe la partie la plus caudale du tronc. C'est un entonnoir osseux et musculaire qui va contenir les réservoirs du système digestif, de l'appareil urogénital. C'est également dans cette enceinte que va se développer chez la femme l'utérus lors de la grossesse. Le pelvis est une structure osseuse et cartilagineuse qui est inextensible. C'est la partie la plus étroite du tronc, celle qui va contenir les réservoirs de l'urine et des matières fécales, c'est-à-dire la vessie ventralement et le rectum dorsalement. Et entre ces réservoirs prendra place l'appareil génital, c'est-à-dire l'utérus chez la femme et les voies spermatiques chez l'homme. Voici une coupe frontale très schématique de la cavité abdominale et du pelvis. On désigne tout d'abord l'os coxal avec sa forme évasée crânialement et sa forme cylindrique en dessous. C'est dans cet entonnoir osseux que prendra place le pelvis. Il sera délimité caudalement par le plancher du périnée et le périnée débute donc en dessous de ce plancher. Le pelvis est séparé à mi-hauteur par le repère de la ligne arquée qu'on appelle également le détroit supérieur du bassin. Cette ligne arquée correspond à la ligne de rupture entre la forme évasée de l'os coxal et sa forme cylindrique. L'entonnoir osseux est prolongé caudalement par le plancher pelvien musculaire. C'est lui qui, en s'attachant d'une part à l'enceinte osseuse, d'autre part à l'appareil sphinctérien, va donc constituer la partie la plus déclive de cet entonnoir. Au centre de l'entonnoir prendront place les viscères du pelvis, ici par exemple le rectum. Nous traçons maintenant cette ligne verte qui correspond au feuillet pariétal du péritoine, qui viendra se réfléchir sur le viscère pour former du péritoine viscéral. À l'intérieur de cette ligne, on figure ainsi la cavité péritonéale. En dessous de la ligne de réflexion du péritoine, au-dessus du plancher pelvien, il existe un espace dit pelvis sous-péritonéal, dans lequel nous décrirons des nerfs, des vaisseaux du pelvis. En dessous du plancher pelvien, mais au-dessus du plancher périnéal, dans cet espace triangulaire fermé latéralement par l'ischion, il existe une fosse dite ischio-rectale qui sera essentiellement occupée par un tissu graisseux. Cette fosse sera placée sur les côtés des appareils sphinctériens des viscères. La partie la plus caudale de la structure osseuse du bassin va varier dans sa forme en fonction du sexe. C'est ce que nous allons montrer dans les diapositives suivantes. Déjà sur ce premier schéma, nous pouvons insister sur la forme de l'angle sous-pubien. Cet angle sera fermé chez l'homme, environ 60 degrés, et beaucoup plus ouvert sur le bassin féminin, d'environ 90 degrés. C'est sous cet angle que la tête fœtale lors de l'accouchement viendra s'appuyer, et cela explique donc cette différence d'angle d'un sexe à l'autre. Cette diapositive va nous permettre d'introduire des notions de biométrie sur le bassin osseux. Ces notions vous permettront de comprendre les bases de la mécanique de l'accouchement. Et nous allons commencer par représenter une vue en haut à gauche qui est une coupe sagittale passant par le plan médian. Nous observons la partie droite du pelvis et au sein de l'enceinte osseuse, nous traçons cette surface cerclée de rouge
qui correspond au contour de la tête fœtale. Il y a deux diamètres à retenir dans cette surface. Le petit diamètre correspond au diamètre bipariétal entre les deux os pariétaux de la tête fœtale. Ce diamètre est presque constant, il est de 9,5 cm. Le grand diamètre, ou fronto-occipital, est lui aussi pratiquement constant, il est de 12,5 cm. Il va falloir garder à l'esprit ces dimensions pour comprendre ensuite, en fonction des dimensions du pelvis, quel sera le cheminement de la tête fœtale lors de l'accouchement. Avant cela, nous allons placer quelques repères osseux essentiels au sein du bassin. Tout d'abord le promontoire, qui est le bord supérieur de la pièce sacrée numéro 1, juste en dessous du disque L5-S1. On le retrouve sur cette vue supérieure du bassin à droite. Ici, nous avons choisi un bassin masculin en haut et en dessous la forme d'un bassin féminin. Nous traçons maintenant la ligne arquée de l'ilion en partant du promontoire en arrière jusqu'à la symphyse pubienne en avant. Cette ligne arquée sur le schéma de gauche partage en deux l'os coxal et le plan délimité par cette ligne arquée fait un angle de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Cette ligne arquée forme le détroit supérieur du bassin. Entre le promontoire et la symphyse pubienne, il y a environ 11 cm. Juste assez pour permettre le passage du diamètre bipariétal de la tête fœtale, mais pas assez pour permettre le passage du diamètre fronto-occipital. C'est pour cette raison que sur le troisième schéma, en bas à droite, c'est celui d'un bassin féminin, on présente l'engagement de la tête fœtale dans deux positions possibles, à gauche et à droite, de façon oblique, afin de contourner l'étroitesse de ce détroit supérieur. Ce détroit, c'est donc l'ouverture du bassin sur la cavité abdominale. Il y a maintenant un diamètre transverse qui, chez la femme, mesure environ 13,5 cm, qui est donc, lui, bien suffisant pour permettre l'engagement de la tête fœtale à travers l'ouverture du bassin, c'est-à-dire à travers le détroit supérieur, soit à gauche, soit à droite. Une fois que la tête fœtale sera engagée à travers ce détroit supérieur, elle viendra se placer dans la concavité du sacrum, comme le montre le dessin en haut à gauche. Il restera ensuite à franchir l'extrémité inférieure du bassin, ce qu'on appelle le détroit inférieur, qui, à la différence du détroit supérieur, est un espace extensible. Ce détroit inférieur n'a pas de limite marquée, continue, à sa périphérie. Il faut imaginer qu'il est délimité en arrière par la pointe du coccyx, de chaque côté par la tubérosité des deux ischions, et en avant par le bord inférieur de la symphyse pubienne. Ce détroit inférieur est en quelque sorte un losange, et la distance entre la pointe du coccyx et la partie inférieure de la symphyse pubienne ne dépasse pas 9 cm normalement. En fin de grossesse, lorsque les tissus féminins ont été imprégnés d'hormones, ils permettent une laxité importante, et lorsque la tête fœtale vient appuyer dans la concavité sacrée, elle va pouvoir faire basculer vers l'arrière et le haut l'ensemble des pièces sacrées. Elles vont pouvoir pivoter sur un axe qui passe par le disque L5-S1, comme le montre le schéma de gauche. Et l'ensemble du bassin pourra être déporté vers l'arrière pour atteindre la position marquée en pointillé rouge.
On aura alors, lorsque la tête se redressera dans le plan sagittal, la possibilité de faire passer un volume qui mesure 12 cm et demi de diamètre. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans l'étude des parois pelviennes destinées à la mise en place des viscères du pelvis. Et nous allons donc, d'un schéma à l'autre, construire l'enceinte en partant de structures osseuses et en les recouvrant de structures ligamentaires, musculaires, puis aponévrotiques. Nous commençons ici par mettre en place cette vue, qui est une coupe sagittale passant par le plan médian, en observant la partie droite de la coupe. En plus des structures osseuses, de l'os coxal et du rachis, nous rajoutons les structures ligamentaires qui vont fermer la grande ouverture qui reste en arrière de l'ischio et sur les faces latérales du sacrum. Tout d'abord, nous plaçons le repère de la ligne arquée, c'est-à-dire le repère du détroit supérieur, puis nous plaçons le repère du foramen obturé du bassin. Ce foramen est obturé par une membrane dite obturatrice qui va pratiquement combler la surface de cet orifice, à l'exception du canal sous-pubien destiné à laisser passer les éléments du pédicule obturateur. En arrière, l'incisure ischiatique, cette grande ouverture derrière la tubérosité de l'ischion, va être compartimentée, décomposée en deux incisures, la grande incisure crâniale et la petite incisure caudale. Ce qui sépare ces deux incisures, c'est le ligament sacro-épineux, qui est un ligament plus ou moins horizontal, de forme triangulaire, tendu entre les faces latérales du sacrum et du coccyx et l'épine de l'ischion. La périphérie de ces incisures est fermée par le ligament sacrotubéral, tendu entre les faces latérales du sacrum et la tubérosité de l'ischion. Au contact de la tubérosité de l'ischion, ce ligament sacrotubéral envoie une expansion, dite expansion falciforme, contre l'os de l'ischion. Cette expansion falciforme va créer une gouttière un peu en dedans et au-dessus de la tubérosité de l'ischion, destinée à recueillir la trajectoire du pédicule pudendal. On rajoute sur ce schéma, au niveau de ce cercle qui apparaît maintenant de couleur ocre, l'existence d'une bourse séreuse de réflexion qui sera contre la face dorsale de l'ischion et qui servira de poulie de réflexion au muscle obturateur interne qui partira du foramen obturé et qui traversera la petite incisure ischiatique. Voici le même schéma avec cette fois les structures osseuses, ligamentaires, puis musculaires. Et voyez que petit à petit, cette enceinte va se compléter pour devenir de plus en plus étanche et donc séparer les viscères du pelvis de la racine du membre inférieur. Nous traçons tout d'abord le ligament inguinal entre le bord supérieur du pubis et l'épine iliaque antéro-supérieure. Ce sera la limite entre l'enceinte du bassin et la racine du membre inférieur. Puis nous mettons en place le muscle obturateur interne qui va s'insérer sur la membrane obturatrice, mais aussi sur le pourtour de la région, qui va se diriger vers la petite incisure et rejoindre l'extrémité supérieure du fémur. Ce muscle, comme le suivant, a été étudié dans le cours sur le membre inférieur et nous ne reviendrons pas sur ses insertions ni sa fonction. L'insertion du muscle obturateur interne conserve un petit espace sous-pubien, c'est le canal sous-pubien. Cet espace sera libre pour laisser le passage du pédicule obturateur. Dorsalement, le muscle piriforme
va traverser la grande incisure ou grande ouverture ischiatique et va ménager simplement un petit espace au-dessus de lui, c'est le foramen suspiriforme, et un espace plus vaste en dessous de lui, c'est le canal soupiriforme. Nous complétons encore ce schéma pour faire apparaître maintenant les enveloppes qui vont tapisser les parois du pelvis, les parois osseuses, ligamentaires et musculaires. Et nous rajouterons tout en bas de ce schéma les insertions des muscles qui formeront le plancher du pelvis. Les enveloppes qui vont tapisser les parois sont toutes des parties du fascia pariétal ou fascia parietalis. Ce fascia, c'est cette entité universelle au niveau du tronc que nous avons vu dans l'étude des parois du thorax et dans l'étude des parois de l'abdomen. C'est un fascia qui est plaqué à la face profonde des muscles de la paroi et il sera donc étalé depuis la région cervicale jusqu'au niveau du fond du pelvis. Ce fascia pourra parfois changer de nom et par exemple, lorsque ce fascia pariétal vient recouvrir le muscle psoas iliaque, on lui donne le nom de fascia iliaca ou fascia iliaque. Nous traçons maintenant la position de la ligne arquée qui forme donc le détroit supérieur du pelvis. Et en dessous de cette limite, on a l'habitude de donner au fascia pariétal le nom de fascia pelvien pariétal. Il faut comprendre maintenant qu'en dessous de la ligne arquée, plus ou moins parallèlement à cette ligne, ce fascia pelvien pariétal va s'épaissir et former une zone d'insertion musculaire, c'est-à-dire que des muscles du plancher pelvien vont venir se fixer sur le fascia pelvien pariétal et se servir de lui comme point d'ancrage dans la paroi du pelvis. Ces muscles qui forment le plancher pelvien, nous allons avoir l'occasion de les détailler plus loin. Nous les présentons déjà sur cette vue. Il y a ventralement le muscle élévateur de l'anus, et il faudrait plutôt parler des muscles élévateurs de l'anus, et dorsalement le muscle coccygien. Voici une vue supérieure du pelvis féminin, et nous sommes donc ici sur une coupe horizontale. La partie ventrale est sur le haut du schéma, symbolisée par l'espace de la symphyse pubienne. La partie dorsale vers le bas présente les deux articulations sacro-iliaques et la forme triangulaire des pièces sacrées. Devant la pointe du sacrum et du coccyx, on retrouve en coupe un des réservoirs du pelvis, c'est le réservoir dorsal, c'est-à-dire le rectum. Devant lui, la cavité vaginale, plus ventralement, l'urètre, qui est le conduit de vidange de la vessie. En périphérie de la coupe, contre les parois osseuses, on met en place les structures musculaires que l'on vient de décrire, c'est-à-dire ventralement le muscle obturateur interne, qui sur la coupe se dirige d'avant en arrière, de dedans en dehors, et va donc ensuite changer de direction pour atteindre l'extrémité supérieure du fémur. L'autre muscle, c'est le muscle piriforme, dont les fibres sont dirigées d'arrière vers l'avant, de dedans vers dehors, sans changer de direction jusqu'à son insertion sur le fémur. La ligne qui est marquée maintenant à la surface de ces muscles, obturateurs internes et piriformes, c'est en fait le fascia pelvien pariétal. À ce niveau, il est représenté comme épais, c'est ce trait marron, et il prend le nom d'arcus tendineux ou arcus tendineus. C'est sur ce trait épais que viennent se fixer les muscles du plancher pelvien. Dorsalement,
il y a tout d'abord le muscle coccygien. Dans son espace, dans sa structure, il occupe la place du ligament sacro-épineux qu'on a mis en place tout à l'heure. La direction de ces fibres, par contre, est différente. On voit sur la partie droite du schéma la direction de ces fibres représentée par cet ensemble de flèches noires. Ce muscle s'insère sur les faces latérales du sacrum et du coccyx. Il s'insère également sur l'arcus tendineux, au niveau du muscle piriforme, et toutes ces fibres convergent vers l'épine de l'ischion. Le reste de la surface du schéma va être rempli par l'ensemble des muscles élévateurs de l'anus. Et nous allons voir qu'il y a 3 constituants à ces muscles élévateurs de l'anus. Tout d'abord, en rose sur le schéma, le muscle pubo-rectal, qui est un muscle très charnu qui ressemble à une sangle musculaire qui s'insère derrière la symphyse du pubis. Ces fibres musculaires partent d'avant en arrière, parallèlement aux viscères, et se terminent entre vagin et rectum, et en arrière du rectum. Les muscles pubo-rectaux gauche et droit échangent leurs fibres musculaires entre les viscères, ce qui constitue des points extrêmement solides, extrêmement résistants au niveau de la ligne médiane. Entre vagin et rectum, et chez l'homme entre l'appareil spermatique et le rectum, il y a le noyau fibreux central du périnée. Et en arrière du rectum, devant la pointe du coccyx, le raphé anococcygien. Ce sont 2 structures fibreuses sur lesquelles se fixent les muscles pubo-rectaux gauche et droit, et à ce niveau, ils échangent les fibres d'un côté à l'autre. Deuxième constituant du muscle élévateur de l'anus, le muscle pubo-coccygien. C'est la partie antéro-postérieure du triangle orange sur le schéma. Ce muscle se fixe derrière la symphyse pubienne et ses fibres sont un peu parallèles à celles du muscle pubo-rectal pour se terminer au niveau du raphé anococcygien. Le troisième constituant est le constituant le plus étalé, et dans l'espace c'est aussi la structure musculaire la plus mince, c'est le muscle iliococcygien qui s'insère sur l'arcus tendineus contre le muscle obturateur interne, et ces fibres convergent toutes en arrière du rectum, également sur le raphé anococcygien. Si l'on a utilisé 2 couleurs pour ces muscles élévateurs de l'anus, c'est que le muscle puborectal n'a pas la même origine embryologique que les 2 autres constituants, c'est-à-dire le muscle pubococcygien et iliococcygien. Le muscle puborectal dérive des îlots cellulaires mésenchymateux de l'éperon périnéal de l'embryon. C'est-à-dire qu'ils ont la même origine que des sphincters des viscères du pelvis. Alors que les muscles pubococcygien et iliococcygien sont des muscles qui dérivent des muscles des parois, c'est-à-dire du mésoderme paraaxial. Voici une coupe frontale du pelvis qui se résume à la partie droite du pelvis. Cette coupe passe de façon tout à fait théorique par l'un des viscères du pelvis. Ici, il s'agit du rectum, mais cette coupe est tout à fait semblable qu'elle passe au niveau de la partie génitale ou urinaire du pelvis. Cette coupe va avoir l'avantage de nous montrer comment les structures fibreuses des parois latérales du pelvis vont descendre dans l'entonnoir pelvien et se confondre avec les structures fibreuses des viscères. Nous commençons donc par mettre en place le segment digestif, ici du rectum. Puis les structures que nous avons vues au cours
des premières diapositives de ce cours. Ici, l'os du bassin avec le foramen obturé et la membrane obturatrice. Plaqué contre cette membrane, le muscle obturateur interne et au-dessus, dans la partie évasée de l'os iliaque, le muscle iliaque. Ce muscle est recouvert par le fascia iliaque en noir. En fin de compte, ce n'est guère plus que du fascia pariétal ou pariétalis qui change de nom lorsqu'il vient au contact du muscle iliaque. Voici la partie musculaire de l'entonnoir pelvien. Ici, une surface musculaire qui représente en fait l'association du muscle ilio-coccygien et pubo-coccygien. Tous les deux font partie du muscle releveur de l'anus. Le fascia iliaque se prolonge autour des muscles releveurs de l'anus et prend alors le nom de fascia pelvien pariétal. Le péritoine pariétal est plaqué contre le fascia pariétal. La cavité péritonéale va descendre dans l'entonnoir pelvien, mais nous l'avons vu, la ligne de réflexion du péritoine n'ira pas au fond de cet entonnoir. Voici le péritoine sur le rectum ou péritoine viscéral. Il y a donc un espace sous la réflexion du péritoine entre le fond de la cavité péritonéale et le fond de l'entonnoir pelvien. C'est l'espace pelvis sous-péritonéal. C'est dans cet espace que sont dessinés les vaisseaux les plus importants de la cavité pelvienne. L'espace qui est situé sous le plancher musculaire des muscles releveurs de l'anus s'appelle la fosse ischio-rectale. Cet espace est en fait très développé sur les faces latérales du rectum. Plus le plan de coupe frontal viendra vers la partie ventrale, plus cet espace sera réduit. Cet espace est fermé en bas du schéma, donc caudalement, par des structures périnéales. C'est ici le muscle transverse du périnée. Ce muscle transverse du périnée se fixe sur l'appareil sphinctérien. En fait, cet espace en marron contre le viscère correspond à la fois au sphincter du canal anal, mais aussi au muscle puborectal, qui est la troisième partie du muscle releveur de l'anus. Entre la fosse ischio-rectale et l'os ischion, il y a une loge qui contient le pédicule pudendal, c'est-à-dire l'association artère, nerf et veine pudendale. Cet espace est donc enfermé par du tissu fibreux contre la tubérosité de l'ischion. Si l'on regarde maintenant les structures fibreuses contre le viscère, on va retrouver là encore un fascia pelvien qui prendra le nom cette fois de fascia pelvien viscéral. Mais vous le voyez sur le schéma, il n'est pas représenté comme un seul trait, comme on avait fait pour le fascia pariétal, mais il est représenté par une multitude de petits traits qui expliquent bien que cette structure n'est pas une structure plane, mais plutôt une structure feuilletée. Et entre ces différentes petites couches de fascia pelvien viscéral, nous aurons des vaisseaux et des nerfs destinés aux viscères. C'est en particulier à l'intérieur du fascia pelvien viscéral que nous allons trouver le plexus hypogastrique inférieur, qui est l'ensemble de toute l'innervation automatique des viscères du pelvis. Voici une coupe horizontale qui passe par la partie basse du pelvis et qui ne retient
qu'une partie des structures osseuses en périphérie, et au centre, les 3 réservoirs, c'est-à-dire réservoir urinaire, génital et digestif. La vessie est le réservoir le plus ventral. À la coupe, ici, la vessie a une forme triangulaire avec un sommet ventral derrière la symphyse pubienne et une base qui est tournée dorsalement. Ici, l'exemple est celui d'un pelvis féminin avec en arrière de la vessie la cavité du vagin et plus dorsalement celle du rectum. La périphérie de la coupe est occupée par les muscles qui recouvrent, qui sont plaqués sur les structures osseuses. Ici, le muscle obturateur interne, qui est tapissé de fascia pelvien pariétal. À ce niveau, le fascia est épaissi. Il s'appelle l'arcus tendineux. Sur cet arcus tendineux vient se fixer le plancher pelvien. Dans ce plan de coupe, on représente ici le muscle ilio-coccygien. Et on retrouve encore du fascia pelvien pariétal qui passe des 2 côtés de ce muscle et donc qui recouvre la face médiale du muscle. Nous allons maintenant insister sur le fascia pelvien viscéral et dans ce plan de coupe, ce fascia pelvien viscéral va être plaqué sur les 2 faces gauche et droite de tous les viscères. À la partie la plus basse de l'entonnoir pelvien, ce fascia pelvien viscéral est extrêmement épais et forme de part et d'autre des réservoirs un double rail fibreux très dense. On appelle ces structures, qui sont toujours du fascia pelvien viscéral, des lames sacro-recto-génito-pubiennes, tout simplement pour rappeler que ces lames sont tendues d'arrière en avant, fixées sur le sacrum en arrière, sur le pubis ventralement, et qu'elles enferment entre elles les viscères. Entre le fascia pelvien pariétal et le fascia pelvien viscéral, nous trouverons les vaisseaux du pelvis, c'est-à-dire essentiellement les branches de l'artère iliaque interne, et cette artère donnera des branches pour les parois, mais aussi des branches pour tous les réservoirs du pelvis, des branches vésicales, des branches génitales et des branches rectales. De l'autre côté de la coupe, mais là encore, ces structures sont tout à fait paires et symétriques, on a représenté dans l'épaisseur des lames sacro-recto-génitopubiennes des petits fils en noir qui symbolisent les trajectoires des nerfs qui forment le plexus hypogastrique inférieur. Ce plexus est très dense dorsalement et ces fibres nerveuses vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'on approche de la vessie. Maintenant, il faut tracer entre chacun des réservoirs des cloisons et ainsi chaque viscère du pelvis sera enfermé dans une loge indépendante. Il y a devant la vessie un fascia ombilico-prévésical qui est tendu d'une lame sacro-recto-génito-pubienne à l'autre. Devant ce fascia, il y a un espace qui sépare la vessie du pubis. Cet espace n'est simplement traversé que par 2 ligaments, 2 ensembles de ligaments appelés pubo-vésicaux. Ce seront des ligaments de fixation de la vessie. Entre vessie et appareil génital, c'est-à-dire entre vessie et vagin chez la femme, il y a un fascia qu'on appelle le fascia de Alban, car il n'y a pas de nom dans la nomenclature anatomique bien définie. Et chez la femme toujours, la cloison entre vagin et rectum s'appelle le fascia recto-vaginal. Chez l'homme, à la place du vagin, il faudra placer
les voies spermatiques, c'est-à-dire les conduits déférents et les vésicules séminales. Cet espace beaucoup plus restreint chez l'homme est enfermé en avant et en arrière par un seul et même fascia qu'on appelle le fascia de Denonvilliers, qui ne fera que se dédoubler avec un feuillet ventral et un feuillet dorsal. Derrière le rectum, il y a une cloison qu'on appelle le fascia rétro-rectal. En arrière de ce fascia, il y a un espace rétro-rectal avant le fascia présacré. Le fascia présacré n'est autre que du fascia pelvien pariétal qui vient se plaquer contre le périoste du sacrum. Ce schéma va présenter l'ensemble de la circulation artérielle pelvienne en prenant l'exemple du pelvis droit. Nous allons étudier l'arborisation de l'artère iliaque commune droite et le schéma va donc commencer au niveau où l'aorte abdominale se divise en ses deux branches iliaque commune gauche et droite. Nous sommes ici au niveau de la vertèbre L4. À ce niveau, la direction générale de l'aorte abdominale se prolonge par une artère, dite sacrée médiane, qui va naître dans la fourche des deux artères iliaques communes gauche et droite. C'est une artère impaire qui se dirige caudalement et qui épouse la concavité du sacrum. L'artère iliaque commune donne tout d'abord une branche iliaque externe. Cette branche iliaque externe n'a pas de rôle dans la circulation pelvienne, mis à part une petite artère qui naît juste avant que l'artère iliaque externe ne passe sous le ligament inguinal. C'est l'artère épigastrique profonde que nous avons vue dans l'étude des parois de l'abdomen. Nous allons passer plus de temps dans la description des branches de l'artère iliaque interne. Cette artère iliaque interne se divise en deux troncs, un tronc dorsal, un tronc ventral. La première branche du tronc dorsal est une artère récurrente, artère ilio-lombaire, puis vient une artère sacrée latérale qui rejoint la concavité de l'os sacrum. Le tronc postérieur passe ensuite dans le foramen suspiriforme et donne l'artère glutéale supérieure. Le tronc antérieur, maintenant, a une première branche qui se dirige vers l'avant, qui est l'artère ombilicale. Une deuxième branche qui se dirige vers le foramen obturateur, c'est l'artère obturatrice, qui passe plus exactement dans le canal sous-pubien. Vient ensuite une ou deux artères à destinée vésicale et génitale. Sur ce schéma, ces artères sont regroupées en un seul tronc artériel qu'on appelle artère vésico-génitale. Nous verrons dans l'étude du pelvis masculin et féminin que cette artère aura des appellations différentes puisqu'elle aura tantôt un rôle dans la circulation de la vessie, mais aussi un rôle dans la circulation de l'appareil génital interne. La branche suivante est l'artère rectale moyenne. Toutes ces branches sont situées au-dessus du plancher pelvien. Maintenant, nous allons voir que ce tronc antérieur va se diriger vers le foramen soupiriforme, qu'il va donner une première branche à destinée musculaire, c'est l'artère glutéale inférieure. Puis cette artère, ce tronc antérieur, va contourner le ligament sacro-épineux et repasser sous le plancher pelvien.
Il donne alors sa branche terminale qui est l'artère pudendale. Cette artère pudendale sera destinée aux organes génitaux externes et donnera également une artère rectale inférieure et des artères périnéales. Enfin, sur le schéma, on place simplement la veine iliaque externe et l'appareil sanguin veineux fera l'objet de la diapositive suivante. Les deux veines iliaques internes et externes vont converger pour former la veine iliaque commune. Cette diapositive va présenter maintenant la circulation veineuse du pelvis en s'intéressant uniquement au pelvis droit. Nous commençons par mettre en place la veine iliaque externe qui vient sur le schéma de passer sous le ligament inguinal et qui remonte donc du membre inférieur. Cette veine va être rejointe par la veine iliaque interne pour former la veine iliaque commune. Ici, la veine iliaque commune droite. Les deux veines iliaques communes gauche et droite vont se réunir sur le flanc droit de la cinquième vertèbre lombaire pour former la veine cave inférieure. Nous allons maintenant mettre en place des veines qui sont tout d'abord des veines des parois dorsales du pelvis. Ici la veine ilio-lombaire qui va avoir un trajet descendant et qui va converger vers un tronc postérieur qui va former la veine iliaque interne. Ce tronc est alimenté également par des veines sacrées et surtout par la veine glutéale supérieure qui vient de passer dans le foramen suspiriforme. À côté du tronc postérieur, il y a maintenant le tronc antérieur, le tronc ventral. Sa première branche, sa branche la plus crâniale, c'est la veine obturatrice qui vient sur le schéma de traverser le canal sous-pubien. Ensuite, il y a dans les parois du pelvis et autour des viscères de très nombreux plexus veineux sur les côtés de la vessie, plexus veineux vésicaux, ou sur les côtés de la vessie et de l'utérus chez la femme, plexus veineux vésico-utérin. Ces plexus veineux se rassemblent en un tronc qui va rejoindre le tronc antérieur de la veine iliaque interne. Ce tronc est alimenté également par du sang qui revient du rectum par la veine rectale moyenne. En dessous du plancher pelvien, il existe une veine pudendale comme il existait une artère pudendale. Cette veine pudendale ramène le sang des organes génitaux externes, des veines rectales inférieures et des veines du périnée. Cette veine pudendale contourne le ligament sacro-épineux et réapparaît dans le foramen sous-piriforme pour rejoindre le tronc ventral de la veine iliaque interne. À ce niveau, il reçoit la veine glutéale inférieure. Sur cette architecture veineuse, nous mettons maintenant en place les groupes lymphatiques les plus importants. Tout d'abord, les nœuds iliaques externes. Ici, ces nœuds sont en dedans de la veine. Ce sont les nœuds iliaques externes médiaux. Ici, les nœuds iliaques externes latéraux. Puis, nous mettons en place le groupe des nœuds obturateurs. Ici, les nœuds iliaques internes. Puis, les nœuds iliaques communs. En arrière, il existe des nœuds lymphatiques dans la concavité du sacrum, les nœuds sacrés. Tout le flux lymphatique aura une circulation de bas en haut, c'est-à-dire que les nœuds obturateurs, par exemple, vont se drainer dans les nœuds iliaques internes, eux-mêmes vont se drainer dans les nœuds iliaques communs, et ensuite, toutes les circulations lymphatiques vont rejoindre les grands courants lymphatiques aortico-caves. Un groupe peut être individualisé, c'est celui qui est dans la fourche formée par les deux veines iliaques communes, devant le promontoire. On parle du groupe des nœuds lymphatiques du promontoire.
Voici maintenant le même schéma avec cette fois la présentation des structures nerveuses que l'on va retrouver au niveau des parois du pelvis. Nous allons montrer que 4 plexus nerveux viennent traverser les parois du pelvis. On citera tout d'abord le plexus lombaire qui à ce niveau donne le nerf obturateur. C'est le seul élément de ce plexus qui va occuper le pelvis. Il ne fera en fait que le traverser. On voit ici le nerf obturateur qui croise obliquement la ligne arquée et qui se glisse dans le canal sous-pubien. Il est destiné aux membres inférieurs. Deuxième plexus, le plexus sacré, qui est formé par la jonction des racines de L4 jusqu'à S3. Les racines L4 et L5, en jaune sur le schéma, se rassemblent pour former le tronc lombosacré. C'est ce tronc lombosacré qui rejoint les 3 racines sacrées S1, S2, S3. La plus grosse branche de ce plexus est le nerf ischiatique, qui va quitter la région pour le membre inférieur, et nous ne retiendrons de ce plexus que des éléments qui sont véritablement destinés aux structures que l'on a décrites. Ce sont les nerfs des muscles obturateurs et du muscle piriforme. Pour éviter de surcharger le schéma, seuls les nerfs du muscle obturateur en A sont représentés. Voyez qu'ils contournent le ligament sacro-épineux pour rejoindre la masse musculaire du muscle obturateur interne. Troisième plexus, le plexus pudendal ou encore plexus honteux. Il est formé par l'assemblage des racines S2, S3, S4. Il apparaît en trait noir épais sur le schéma. De ce plexus naissent tous les nerfs des muscles releveurs de l'anus, dont un représentant apparaît sur le schéma. Également, nerfs du muscle coccygien en arrière, là encore représenté sur le schéma par cette flèche. Le plus gros tronc nerveux de ce plexus est le nerf pudendal, qui va passer plus latéralement que le ligament sacro-épineux et revenir dans l'enceinte pelvienne à travers la petite ouverture ou petite incisure du pelvis. Ce nerf pudendal va se plaquer contre la tubérosité de l'ischio, protégé par l'expansion falciforme du ligament sacro-tubéreux. La branche la plus importante est le nerf anal, qui est destiné à l'innervation consciente du sphincter anal. Le reste des branches sont destinées aux organes génitaux externes. Enfin, il y a un quatrième plexus, beaucoup plus réduit, le plexus coccygien, formé de l'assemblage des racines S4, S5 et C1. Ces racines forment les nerfs cutanés périanaux, c'est-à-dire des nerfs sensitifs pour la région périanale du périnée. Sur ce schéma, nous allons maintenant montrer la partie autonome végétative de l'innervation pelvienne. C'est un schéma de face qui s'appuie sur les structures osseuses du sacrum. On reconnaît les articulations sacro-iliaques. Et au premier plan, on fait apparaître la bifurcation de l'aorte et la convergence des veines iliaques communes qui forment la veine cave. Tout en bas du schéma, le viscère représenté est le rectum, mais on aurait pu mettre à la place du rectum tous les autres constituants des viscères pelviens. La partie droite du schéma va insister sur le système nerveux sympathique, qu'on appelle aussi orthosympathique, et la partie gauche sur le système nerveux parasympathique. Voici tout d'abord la chaîne sympathique lombaire, cette chaîne ganglionnée qui est plaquée contre les corps vertébraux du rachis lombaire et qui ne fait que poursuivre la trajectoire de la chaîne sympathique
thoracique. Cette chaîne sympathique lombaire va glisser derrière les vaisseaux pour passer devant le promontoire et se prolonger en chaîne sympathique sacrée. La chaîne sympathique lombaire porte des ganglions à chaque niveau du rachis lombaire. Au niveau de la chaîne sacrée, on trouve rarement 5 ganglions sacrés, on en trouve plus souvent 3 ou 4. Les deux chaînes sacrées convergent devant le coccyx pour former le ganglion coccygien. À partir des chaînes sympathiques lombaires, il va y avoir des échanges nerveux, des filets nerveux, qui vont connecter les deux chaînes sympathiques gauche et droite. Ces connexions forment tout d'abord le plexus mésentérique inférieur autour de l'artère mésentérique inférieure. Puis ces connexions de gauche à droite, qui passent en avant et en arrière des vaisseaux, forment le plexus hypogastrique supérieur. Il y a d'ailleurs plus de contingents nerveux en avant qu'en arrière des vaisseaux. Ce plexus hypogastrique inférieur a une structure très anarchique devant la bifurcation de l'aorte, mais un peu en dessous de la bifurcation, ce plexus hypogastrique supérieur se divise en deux contingents, en deux cordons nerveux, qu'on appelle le nerf hypogastrique. Il y en aura un à gauche et un à droite. Ce nerf hypogastrique va descendre au fond du pelvis pour, de nouveau, au contact des viscères, se démultiplier et former un second réseau nerveux qu'on appelle le plexus hypogastrique inférieur. C'est ce plexus hypogastrique inférieur qui est mêlé aux fibres du fascia pelvien viscéral. Sur le côté gauche, nous allons donc maintenant parler des afférences parasympathiques. Nous situons tout d'abord le plexus sacré et le plexus pudendal que nous avons décrit précédemment. Et nous montrons maintenant qu'à partir des racines S2, S3, S4 sortent des trous ventraux du sacrum les nerfs dits érecteurs, qui sont en fait les nerfs qui apportent toutes les afférences parasympathiques. Ils ne seront pas destinés uniquement au phénomène de l'érection.